Merci beaucoup et pour clôturer cette première journée d'événement digital, j'ai le plaisir d'accueillir Marco Herman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur scientifique de Thales. Alors c'est un groupe énormément de compétences et d'activités, le fait d'être directeur scientifique de Thales, notamment une grande compétence sur les nouvelles technologies, une vision sur ces nouvelles technologies. On en a beaucoup parlé depuis le début de la journée. Elles ont été une réponse apportée aussi à la crise qu'on a connue. Juste une question peut-être toute simple. Première question, les nouvelles technologies, amis ou ennemis ? Je crois que le regard que jette la société sur les technologies et le progrès technologique plus généralement est assez ambivalent en fait. Parce qu'on sera sans doute beaucoup à dire que la technologie, le progrès a changé nos vies, nous a rendu plus efficients au travail, nous permet de voyager, de communiquer. Et pendant la pandémie, vous l'avez rappelé, le numérique a ajouté un peu de résilience au travail, avec nos familles, etc. Ça ne remplace pas la réalité, mais c'était bien utile. Et on a également finalement d'autres exemples de progrès fantastiques. Le vaccin à base d'ARN messager est vraiment une superbe découverte, pas d'aujourd'hui, mais qui va extrêmement impacter la guérison et la sortie de la crise. Mais en même temps, il y a un nombre croissant de personnes qui se méfient des technologies, qui ont des questionnements, qui ont des craintes. Par rapport au numérique, la crainte de se voir voler ces données privées existe. Certains vont même plus loin. Certains pensent que la démocratie est en danger. On voit un certain nombre d'élections récentes qui ont mis ce débat sur la table. Et c'est vrai qu'entre les théories complotistes, les vérités alternatives, il y a des points d'inquiétude. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont convaincues de la crise environnementale qui est là et qui nous attend. Et cela change également le rapport qu'on a à la science et à la technologie. Pour certains, la technologie est la réponse. Pour d'autres, c'est la source de tous les problèmes. Et donc finalement, au niveau de la perception et les rumeurs, c'est assez difficile de naviguer. Mais à ce stade-là, je dirais que c'est vraiment les deux. Pour certains, c'est une opportunité. Pour d'autres, c'est un risque. Au-delà donc de cet aspect de perception dont vous parliez, il y a la notion évidemment de cybersécurité qui augmente au sein des États comme des entreprises. Alors peut-on se prémunir contre ce risque cyber ? Alors vous avez raison, d'abord ça augmente, ça augmente en quantité et on voit aussi une évolution qualitative. On est passé de geeks sympathiques, étudiants qui font des challenges à de la cybercriminalité et maintenant de plus en plus vers des attaques ciblées, orchestrées, opérées par des groupes avec des intentions politiques, parfois aidées par les États. Pendant la pandémie, le risque cyber a augmenté en fait. On a vu des milliers de pages web et des sites qui traitent du Covid. On estime que la moitié d'entre elles sont en fait des dehors pour entrer les attaques cyber. Donc la cybercriminalité aussi a surfé sur la pandémie. Alors, pourquoi ces risques cyber ? Il y a d'une part des raisons techniques. Les gens ne sont pas forcément conscients suffisamment des dangers, ne se protègent pas, ne s'organisent pas. Il y a aussi un facteur humain. D'ailleurs, la méconnaissance ou la surprise ou les erreurs sont des facteurs humains. Alors, les solutions techniques existent, absolument. Par contre, il faut avoir une vision holistique de la cybersécurité. La cybersécurité n'est pas un sparadrap qu'on met sur un système qui dysfonctionne. Il faut mettre ça dans la conception dès le départ. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité par design, ou by design en anglais. Et également, dans cette vision un peu holistique de la cyber, le traitement de la donnée est absolument capital. Il faut protéger les données à tout moment, et toutes les données. Au moment où elles sont fabriquées dans vos capteurs, vous-même, lorsque vous les communiquez, transmettez, lorsqu'elles sont stockées et lorsqu'elles sont utilisées. Et par ailleurs, cette vision holistique est en train de changer également parce que pendant longtemps, on a traité la cybersécurité à la manière d'une forteresse. Il y avait les bonnes personnes à l'intérieur de la forteresse, les mauvaises à l'extérieur, on met des firewalls et on protège tout ça. Aujourd'hui, les systèmes sont beaucoup trop connectés, beaucoup trop complexes, et cette notion d'intérieur-extérieur est un petit peu floue. Les attaques peuvent se passer à tout moment, en tout endroit, et il y a une autre notion qui devient absolument clé, qui est l'identification. C'est quelque chose de différent de l'authentification, parce que l'identification, c'est vraiment savoir au tout moment que
celui qui se connecte est la personne qu'il prétend être. Alors que l'authentification, c'est les codes, les mots de passe. Je peux vous les passer et vous pouvez le faire passer pour moi. Alors la question un petit peu brûlante, c'est peut-on gérer l'identification sans exposer ses données privées? Et la réponse est oui. Je vais vous donner un exemple. Exemple de la dernière génération de cartes de paiement qui embarque en fait un capteur d'empreinte digitale. Donc au moment où vous posez votre doigt sur la carte et vous l'exposez pour faire le paiement, la carte vérifie que le doigt est bien le vôtre. Il n'y a aucune exposition de données privées parce que lorsque la banque vous envoie la nouvelle carte, elle vous enverra en même temps un petit appareil qui permet d'enregistrer votre doigt, vos données biométriques, dans la carte. Ce n'est pas un tiers qui le fait, c'est vous-même. Si vous perdez la carte, les données biométriques sont chiffrées. Et ce chiffrement est impossible à déchiffrer. Et donc, si quelqu'un trouve votre carte oubliée, il n'aura pas accès à vos données individuelles. Et lorsque vous faites le paiement, eh bien, la transaction, à aucun moment, ne transmet vos données biométriques ni au vendeur ni à la banque. Vous avez là un exemple où vous avez une identification forte, biométrique, où vous êtes en contrôle total de vos données et que vous ne donnez à personne. Bien sûr, on aurait pu faire autrement. On aurait pu envoyer les données biométriques dans le cloud, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on fait, justement, pour répondre à la préoccupation légitime des personnes sur le côté privé. Donc, la technique existe, mais la technique n'est jamais la seule réponse. Il faut accorder également les organisations, les process, donc le facteur humain. Donc, finalement, la bonne réponse qui existe, c'est régler la partie humaine, organisation, compétences et la partie technique. C'est assez contre-intuitif, effectivement, de penser que la biométrie est finalement le meilleur rempart pour la protection de nos données personnelles. Absolument. Il faut qu'elle soit bien faite. Il y a un élément important aussi dont il faut qu'on parle, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on met tout et n'importe quoi dedans. Faut-il s'en méfier ? Alors, j'aime bien le n'importe quoi, parce que là, effectivement, c'est un domaine où on en a vu pas mal. Alors, tout simplement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un certain nombre de fonctions, reconnaître, décider, observer, prévoir à partir du passé, etc. C'est ce qu'on appelle des fonctions cognitives. Mais derrière cela, il n'y a pas de mystère, ce sont des mathématiques, ce sont des algorithmes. Il y a deux grandes catégories. Les algorithmes basés sur la connaissance, ça peut être des règles, des lois, des connaissances métiers, de la sémantique, de la grammaire, et de l'IA basée sur les données, ce qui nous conduit au réseau de neurones, à de l'apprentissage profond. Cette intelligence-là n'est pas du tout humaine. D'ailleurs, le mot intelligence est malheureux parce que ça donne une image anthropomorphe à une technologie qui fait un peu peur et qui fait dire n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est qu'une machine. Elle n'est pas consciente. Elle ne va pas produire un plan contre l'humanité. Elle fait ce qu'on lui demande de dire. Donc, il n'y a pas cette crainte-là. Pour autant, elle peut dysfonctionner. Et en particulier, l'apprentissage profond est connu pour être très bon statistiquement, mais il peut donner des réponses fausses. Il peut être biaisé. Et il n'explique pas la solution qu'il donne. C'est ce qu'on appelle une boîte noire. Et donc, statistiquement, c'est pas mal, mais la confiance, quelque part, elle n'est pas totale. Alors, ça n'a pas tellement d'importance quand on l'utilise pour faire de la pub, pour acheter un vêtement en achat en ligne, quand on choisit un film. Mais lorsqu'il s'agit de mettre de l'IA dans les systèmes dits critiques, où on va gérer des données extrêmement confidentielles, financières ou données privées, lorsqu'il s'agit de gérer la sûreté de fonctionnement, lorsqu'il s'agit d'avoir des actions qui peuvent avoir un impact sur la santé ou la vie des personnes, eh bien, ce degré de confiance n'est pas suffisant. Donc nous faisons beaucoup d'efforts pour développer une nouvelle génération d'IA dite de confiance qui va respecter un certain nombre de règles de transparence, d'explicabilité, de capacité à être certifiée, également des cadres éthiques. Et donc nous travaillons là-dessus en regardant aussi bien la problématique de données que la problématique de l'algorithmie, et on s'oriente beaucoup plus sur des approches hybrides entre l'IA qui est basée sur la connaissance, qui en fait est formellement démontrable, et l'IA basée sur les données. C'est extrêmement important d'avoir confiance de l'IA, parce qu'en fait, dans cette histoire-là, l'homme n'est pas mis de côté. Il y a une question de responsabilité. Qui est responsable quand vous avez de l'IA dans un système? Ça ne sera jamais la machine. On ne pourra pas blâmer la machine qui est devenue folle et qu'elle a fait n'importe quoi. Donc l'homme est toujours en responsabilité. Et notre mission, notre challenge, c'est de donner des outils à l'homme, à nos clients, pour qu'ils puissent être responsables de leurs actes
et des actes, des agissements de la machine qui a de l'IA. La machine garde et analyse les données, l'homme a la responsabilité d'en faire ce qu'il veut. Il va assumer sa responsabilité de différentes façons. Il y a aussi derrière, il y a le dialogue entre la machine et l'homme. Comment se fait-il? Comment s'assure que tout le monde se comprend? Que la machine a pas mal compris la commande de l'homme et l'homme réciproquement. Donc c'est une problématique très riche, mais qui quelque part est un peu nouvelle par l'IA qu'on utilise tous les jours sur nos smartphones. Autre élément, vous l'évoquiez au début de cet entretien, dans le jugement qu'on peut faire des nouvelles technologies, nouvelles technologies et environnement. Y a-t-il un risque environnemental lié à l'essor de l'utilisation de ces nouvelles technologies? Risque et opportunité, comme toujours. Il faut voir est-ce que l'opportunité est plus grande que le risque. C'est ce que je crois. Je vais essayer de vous montrer. Bien sûr, encore une fois, tout le monde est persuadé du risque environnemental. Un des grands sujets, juste pour rappeler, c'est évidemment de décarboner l'énergie. Et donc, on sait qu'il y a deux voies. Hein. Il y a l'énergie nucléaire, que certains n'aiment pas, mais qui n'est pas carbonée, et les énergies alternatives. Il faut savoir aujourd'hui que dans le monde, 70% de l'électricité est encore produite avec l'énergie fossile. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, l'électrique n'est pas encore très vert, pas dans tous les pays, pas partout, en France plus qu'ailleurs, mais pas partout. Et donc de toute façon, avant qu'on arrive à une électricité totalement verte, et également pour d'autres considérations, il faut de la frugalité, il faut consommer moins. Et là, le numérique, les technologies peuvent aider. Je vais vous donner des exemples très très simples. Considérez le transport ferroviaire. Dans le transport ferroviaire, jusqu'à 85% de l'énergie est utilisée pour faire bouger la locomotive, ce qu'on comprend bien. Le reste, c'est d'autres éléments, en particulier la couche de signalisation d'intelligence, qui dit au train ce qu'il faut faire ou au conducteur ce qu'il faut faire, qui prend 1% de l'énergie totale. Avec cette 1% de l'énergie totale de la couche d'intelligence, on est capable d'ores et déjà aujourd'hui de changer la mode de conduire une locomotive, un train, pour qu'on gagne entre quelques pourcents jusqu'à 15% de l'énergie. On fait la même chose dans le transport aérien. On pourra faire la même chose dans les usines. Donc ce que ça vous montre, c'est que en réalité, oui, la technologie a un coût énergétique, mais le gain qu'elle peut donner à l'ensemble du système est plus grand que la dépense énergétique. Pour autant, elle consomme quand même, et on travaille pour réduire, surtout si les technologies comme l'IA, comme la blockchain, comme le cloud se répandent de façon exponentielle. Au bout d'un moment, on aura un problème. Donc, on cherche également des voies qui soient meilleures pour le développement technologique. Par exemple, on dit big is beautiful, big data is beautiful. Ce n'est pas toujours le cas. Les données qui sont utiles, c'est les données qui portent une information. Sinon, les data, c'est du bruit. L'humanité produit énormément de données. Donc, il faut de la sélectivité? Il faut de la sélectivité, il faut de la connaissance derrière pour stocker, utiliser les données qui ont sens. Ça, c'est vraiment le mouvement des big data qui était un peu à la mode et toujours à la mode beaucoup, vers du smart data, du data réfléchi. Ensuite, les technologies elles-mêmes, l'IA, on travaille beaucoup sur l'IA frugale. Incidemment, l'IA qui repose sur la connaissance consomme beaucoup moins que l'IA sur l'apprentissage. Et la différence entre l'IA par l'apprentissage et l'homme est considérable. Une machine a battu le meilleur joueur de Go, mais elle n'a absolument pas battu en énergie. Elle a consommé des milliers de fois plus que l'homme. L'homme, il lui suffit de manger un œuf et gagner une partie. La machine, elle a besoin de kilowatts électriques. Donc il y a beaucoup de progrès à faire pour rendre l'électronique frugale. Et nous, dans nos laboratoires, on développe une électronique plus frugale avec des physiques un peu plus exotiques qui devraient permettre également la consommation. Donc en résumé, la technologie est un bienfait si on l'utilise correctement, si on l'utilise pour que le bénéfice net sur le système est positif en termes d'économie faite sur l'empreinte carbone, et si on fait des efforts en parallèle pour décarboner le plus possible, consommer moins d'énergie, les technologies qu'on utilise. Travailler donc à plus de frugalisme, même dans les... Qui ne veut pas dire reculer, hein, ce n'est pas du tout contre le progrès. C'est un progrès différent, assumé, et assumé en fonction des contraintes que l'on a. Il y a un élément aussi sur lequel il faut qu'on vous entende, élément d'actualité, c'est le plan quantique français qui vient d'être annoncé. Est-ce que ça peut présenter de nouveaux risques aussi? Alors, si j'ai une réponse très, très courte, non. Donc voilà, vous avez déjà la réponse. Voilà. Mais par contre, je pense que ça va faire parler, bien sûr, puisque le quantique, c'est quand même très mystérieux. C'est encore plus mystérieux que l'IA. Hein. Dans l'échelle de 1 à 10, dans la complexité, c'est au niveau 10.
Donc voilà, on va entendre tout et n'importe quoi également. Pourtant, le quantique est déjà dans tous les TV. Hein. Depuis 50-60 ans, on a des objets quantiques. L'électronique est un objet quantique, le laser est un objet quantique, donc l'Internet à travers les fibres optiques, c'est grâce au quantique. Le GPS utilise les horloges atomiques qui sont des objets quantiques. Et voilà, ça vous rend la vie facile. Le plan et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est dans une phase où on est capable d'utiliser d'autres phénomènes quantiques et en faire d'autres applications. Des exemples très simples, l'ordinateur quantique, une des applications absolument passionnantes, c'est la capacité à modéliser des molécules complexes, des protéines par exemple. Une protéine qui peut avoir quelques centaines, des milliers d'atomes. Aujourd'hui, avec les ordinateurs classiques, ça va prendre des millions, des milliards d'années pour calculer, donc c'est impossible. Un ordinateur quantique va pouvoir le faire dans un temps limité, 1 heure moins. C'est important pourquoi? Parce qu'on va pouvoir imaginer des médicaments nouveaux, on va comprendre les mécanismes biologiques mieux, on va aussi pouvoir synthétiser d'autres matériaux artificiels. La nouvelle vague quantique va également révolutionner les communications. On va pouvoir faire des communications ultra sécurisées. D'ailleurs, l'Europe a lancé des grands projets d'un Internet quantique dans lequel il y a plusieurs acteurs dans nous. Et puis le troisième sujet qui est absolument passionnant, qui me tient à cœur, ce sont les capteurs. Les capteurs, c'est un peu l'équivalent des sens humains pour la machine. C'est ce qui permet de voir autour, ce qui permet de comprendre. Sans les sens, l'homme ne serait pas un homme. Sans les capteurs, un équipement ne fait pas grand-chose. Et les capteurs quantiques vont révolutionner également plein de domaines. Ils vont être plus petits, plus sensibles. Parfois, ils vont capter des choses qu'on ne capte pas encore. 3 types d'applications. Meilleure compréhension de la Terre, mouvement des plaques tectoniques, la géologie, etc. Pour la défense, observer, c'est connaître, c'est être autonome dans ses prises de décision. Donc, c'est un élément de souveraineté. Et dans le médical, on sait que l'imagerie médicale est un point important. Dans le Covid, nous-mêmes, on a fait des projets à utiliser l'IA pour analyser les CT scans, donc la tomographie, pour pouvoir dire s'il y a une maladie Covid qui est visible sur les poumons ou pas. L'imagerie médicale de demain, avec on va dire, la nouvelle physique quantique, va permettre de voir des choses qu'on n'a jamais vues au niveau cellulaire. Et on voit bien avec l'ARN, justement, comprendre la cellule, les protéines, les gènes, l'ADN, l'ARN, c'est fondamental si on veut vraiment cibler les diagnostics et cibler les remèdes et la guérison. Donc ça va être un formidable progrès, il n'y a pas beaucoup de danger, ça sera plutôt un bienfait, donc vraiment ça je le mets dans la case opportunité. Mais vous parlez de secteurs très stratégiques, en l'occurrence santé, défense, donc qui doivent rester entre les mains de ceux qui doivent décider, des États. C'est-à-dire qu'il faut quand même cantonner ce progrès à des... C'est un sujet de souveraineté, absolument. De souveraineté nationale, internationale. Alors, à minima européenne, nationale européenne. Et il est évident que l'Asie, menée par la Chine, l'Amérique du Nord, menée par les États-Unis, investissent beaucoup pour ces technologies-là. Vous savez, c'est assez étonnant dans le monde scientifique parce que d'un côté, le monde scientifique coopère beaucoup. On le voit d'ailleurs sur la santé en ce moment, il y a beaucoup de coopération et ça aide vraiment la société. C'est pas ancien. À l'époque de la Renaissance, les scientifiques européens se connaissaient tous aussi. Ils voyageaient d'une université à une autre. Donc la science est très en réseau, très internationale. Mais après, quand il s'agit de pouvoir maîtriser la technologie, en faire des produits, faire des usines, il y a effectivement un problème de souveraineté. Et donc, le plan quantique national s'inscrit dans cette filière-là, comme d'ailleurs d'autres, le secteur santé et d'autres. Le temps file vite. En guise de conclusion, on a bien compris donc perception à la fois négative, positive de la technologie. Que font-ils réellement en penser ? Vous avez sans doute aussi compris que je suis un optimiste dans cette matière-là, mais je crois que discuter des risques technologiques nous apprend plus sur l'homme que sur la technique. Parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises technologies, il y a des bons et des mauvais usages. Donc en fait, il faut apprendre à bien utiliser. Alors, je mets de côté, je dirais, l'utilisation frauduleuse pour laquelle il y a la loi, la justice, etc. Donc il faut traiter ça avec ces moyens-là. Mais l'utilisation pour tout le monde. Je pense beaucoup de l'importance de l'éducation, apprendre à utiliser ces techniques, apprendre à mesurer les effets, comment ça marche, ne pas penser que le cloud, c'est dans les nuages, mais c'est bien sur la Terre quelque part. Donc être un utilisateur averti. Mais je pense que ça ne s'arrête absolument pas là.
Je crois que l'importance de l'enseignement scientifique et de la méthode scientifique dépasse ce fait-là. Apprendre aux jeunes, aux enfants, même très jeunes, la méthode scientifique, raisonner, bâtir des théories sur des faits, avoir de la controverse constructive avec des pairs, mais conclure après sur des démonstrations, sur des preuves, est quelque chose qui forme des personnes à correctement raisonner. Si on veut avoir une contre-mesure, une arme contre tous les complotistes, toutes les vérités alternatives, c'est dans l'éducation qu'on va la trouver. Et ça commence pas seulement à l'université, ça commence vraiment dans les petits-enfants. C'est là que l'avenir va se jouer, y compris pour les technologies. Dès le plus jeune âge, tout se joue, donc. Absolument. Merci beaucoup, infiniment, Marco Herrmann, d'avoir été avec nous ce soir pour conclure cette première journée des rencontres digitales de la Marée. Marco Herrmann, donc directeur scientifique de Thales. À très bientôt. Merci, Sidonie. Merci à vous. Très belle soirée. Et on se retrouve pour la reprise du live demain à 9h. Merci, bonne soirée.